Donc, merci beaucoup déjà de m'avoir accordé cette interview. C'est super important de commencer par toi parce que tout simplement, moi, j'ai commencé dans le troupeau en te présentant mon premier chien, Glenn. Ben oui. Et du coup, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, Philippe? Ah, mais ça, avec plaisir. Bon, maintenant, je suis à la retraite. Je suis berger de profession. J'ai fait des études agricoles et je me suis spécialisé dans le milieu du mouton. Et donc, j'ai eu une carrière avec plusieurs éléments. J'ai d'abord été salarié sur un gros élevage en Haute-Vienne et dans la Vienne également. Et ça remonte là à l'origine, la question que tu poseras après. Ensuite, j'ai été agriculteur pendant la durée d'un bail de 18 ans. J'ai arrêté à la fin de ce bail pour des raisons familiales, vu qu'il y a eu une séparation avec la mère de mes enfants. Et j'ai professionnalisé la partie chien, qui était déjà moitié professionnalisée quand j'avais la ferme, puisque j'étais moniteur à l'Institut de l'élevage. Et donc, petit à petit, en professionnalisant le chien, j'ai monté à Louvière un centre canin avec mon ex-compagne. Et j'ai vraiment travaillé là avec des gens qui n'avaient pas forcément à voir avec le milieu agricole, mais tout en faisant quand même des formations agricoles en semaine, et le week-end, on faisait des stages à la maison. Donc, maintenant, je continue, parce que je peux pas me passer de ça. Ça a été ma vie quand même, le chien de troupeau. Hein. Mais, je voudrais juste préciser une chose, c'est d'abord, et ça a d'abord été toute l'origine de ma passion pour les chiens de troupeau, quelque chose qui était en rapport immédiat avec le travail. Voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu en es arrivé au Border Collie et est-ce que tu as commencé avec le Border Collie? Non. J'ai commencé avec ma race de cœur qui était le Beauceron. D'accord. Bien avant de terminer mes études, j'avais déjà un Beauceron. D'accord. Et je gardais des brebis avec un berger en terre d'Alsace, en plaine d'Alsace, alors que je ne savais pas du tout que je me destinerais à ce boulot-là. Hein. Ça a été... c'est venu plus tard. Bon, donc le Beauceron, forcément, lorsque mes études ont été terminées et que j'ai commencé à travailler dans le milieu comme chef d'exploitation, chef berger sur une grosse boutique, le Beauceron était là. Donc on a emmené le Beauceron. Okay. On en avait 3. Et sans formation au démarrage? Hein? Sans formation du chien? Un petit peu quand même, parce que bon, ça m'intéressait. Le chien de troupeau, je l'avais vu travailler, j'avais fait des stages avec des maîtres de stage, etc. Et donc, j'étais pas totalement novice, hein. Mais c'était quand même, compte tenu de ce que j'avais fait avec ce chien-là, le déménagement, quand on est parti dans le centre-ouest, sur la Vienne et sur la Haute-Vienne, il y avait plus de chien de troupeau à cette époque-là. Hein. Le border est arrivé à une époque où il y avait plus de chiens de troupeau sur les fermes. Et c'est ce qui a permis de relancer le processus. Et ça, tu l'expliques pourquoi il y avait plus de chiens de troupeau, du coup? Eh ben, parce que dans l'élevage de plein air en centre-ouest, où on avait des clôtures, clôtures fixes, hein, et avec le développement de ce qui est, de ce que l'Alliance pastorale a fait sur toute la région centre-ouest, Limoges, Deux-Sèvres, Poitiers, machin, etc. Avoir un chien, à un moment donné, c'était une cause de licenciement pour les bergers. Parce que ça pouvait potentiellement générer des catastrophes, hein, au niveau des chiens errants, morsures, machin, stress sur le troupeau. Et c'est vrai que dans les années, le tout début du Border Collie, il remonte à ça, c'est la réimplantation du chien de troupeau par certains éleveurs, certains propriétaires qui ont qui ont conseillé à leurs bergers de prendre des chiens. Et c'est l'origine, de nouveau, du chien de travail. Okay. Voilà. Je suis arrivé au Border Collie d'une façon tout à fait inattendue. Dominique Cornulet était à Rambouillet avec la mère de mes enfants. Et on s'est retrouvés un jour sur une foire agricole où il y avait une démonstration de chiens. Et Dominique avait un couple de border, vu qu'il avait été en stage en Angleterre, chez un gros propriétaire, avant d'être embauché sur l'exploitation que cet propriétaire anglais, a géré en France. Et donc Dominique était un des premiers à avoir un couple de chiens dressés que son patron lui avait offert, pour l'exploitation. Et c'est un des tout premiers à avoir travaillé
en centre-ouest, à Limoges, enfin au sud de Limoges, Pierre de Pierre, et puis sur son exploitation. Et on s'est rencontrés. Il a eu une portée de show. Bon, évidemment, la démonstration, c'est plaisant, c'est intéressant. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai acheté un petit show en 1977. Ça a été mon premier border. Et puis, j'avais le beau son pour le travail de choc, pour les gros effectifs. Et ça m'a permis de dresser le petit border, mais sur des volumes qui étaient complètement différents de ce que Bosson avait connu. Donc, très, très vite, quand le border a commencé de monter, j'ai trouvé que c'était un chien qui était tellement technique et tellement extraordinaire au niveau de... Je suis tombé sur un bon numéro, c'est vrai. La chienne était vraiment prodigieuse. Et puis, ça a été le début de toute l'histoire, quoi. Mais j'ai gardé des bosserons, puisque j'ai élevé des bosserons jusqu'en 89. Et j'ai commencé de travailler en centre-ouest en 77. D'accord. Et tu n'avais jamais vu de border collie avant ça? Si, j'en avais déjà vu. Oui. En France aussi? Non, j'en avais vu en Angleterre déjà. D'accord. Voilà. Parce que dans le cadre des études agricoles, comme je voulais me spécialiser dans le mouton, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre, ça fait partie du passage obligé, donc forcément des chiens. Mais pas en France. Non, pas en France. Je savais qu'il y avait la race Border Collie qui arrivait tout doucement dans les élevages, parce que le principal vecteur, ça a été que certains propriétaires achetant des béliers à l'étranger, notamment en Angleterre de race Suffolk, etc., voyant ça, ont absolument ramené des Border Collie et ont convaincu leur personnel d'utiliser ça parce que c'était quand même un chien extraordinaire pour le travail au troupeau. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de mode d'emploi, on savait pas comment ça fonctionnait. C'était vraiment le tout début, le b.a.-ba, quoi. D'accord. Et tu t'attendais à une telle différence entre bosseron border ou... Non, parce que un bosseron sur les animaux sauvages du centre-ouest qu'on avait, charmoise pure, élevé en plein air depuis des générations, ça passait pas, quoi. Fallait garder le chien au pied parce qu'autrement c'était la panique. Donc on a pu tout doucement habituer le troupeau, etc. Ça c'était ma première expérience. Et ensuite en 79, je suis allé habiter dans la Haute-Vienne, c'est-à-dire pas loin de Dominique Cornuet. Et vu qu'on se connaissait, la mère de mes enfants était en classe avec lui. Donc lui, il était chez le marquis de la Seine et moi j'étais chez le baron de Blomac. D'accord. Et ça a commencé comme ça, à discuter. On s'entraînait le samedi, dimanche, on mettait des barrières et ça a été le début de l'aventure, quoi. Dominique a été quand même presque 40 ans président de l'association Border Collie. Donc voilà, c'est tout le début, quoi. C'est un gros moment de ma vie, quoi. Un gros morceau de ma vie, quoi. Et du coup, tu as un peu répondu, mais qu'est-ce qui t'attire particulièrement chez le border? C'est vrai que... Sa précision, sa dressabilité, parce qu'il y a quand même une sélection qui est vieille. Les gens ne le savent pas, mais le premier témoignage reconnu d'un chien qui se couche au coup de sifflet, c'est James Hogg, le poète d'étruc en Écosse, 1796. C'est quand même la première référence. Alors certes, le border a évolué, mais je veux dire, voilà, ça c'est historiquement prouvé. C'était un poète, comme les Anglais en avaient beaucoup, un poète campagnard, et c'est lui qui a donné le premier témoignage d'un chien qui se couche au coup de sifflet en travaillant sur les moutons. C'est 1787. C'est quand même assez... Donc depuis ce moment-là, la sélection, on peut considérer qu'elle a commencé par là, quoi. Parce que le pragmatisme des Britanniques en matière de sélection a toujours fait que eux, ils ont un besoin, ils créent l'outil pour régler le problème du besoin, quoi. Que ce soit dans les chiens de chasse, dans les chevaux et forcément les chiens de troupeau, pareil, quoi. D'accord. Alors là, c'est une question assez subjective, mais qu'est-ce qui est pour toi un bon chien? C'est facile à répondre. Pour un professionnel, un bon chien, c'est le chien qui ne le laissera jamais tomber dans une situation difficile et qui est capable de se débrouiller dans n'importe quelle situation. D'accord. Voilà. C'est complet. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai vécu quand je me suis installé comme agriculteur. Quand tu démarres sur une exploitation, t'as pas de clôture, etc. T'as des troupeaux qui se promènent la nuit, c'est emmerdant. Un bon chien, c'est celui qui va te remettre tout ça en ordre, comme il faut, là où il faut, mettre sous les étoiles, dans la nuit noire, et tout seul comme un grand. Et c'est important. C'est important. Parce qu'après, on va peut-être parler de sélection. Et ça, c'est un critère qui est fondamental.
Ça repose sur l'intelligence, sur l'initiative et aussi sur la soumission, quoi. Oui, alors c'est un petit peu... Et le mental du chien. C'est Voilà. toujours un petit peu ce qui est compliqué. Voilà. Le débat actuel, c'est concours vs travail. Donc, Alors, je te répondrai parce que j'ai des idées clairement là-dessus. Tout dépend du pays que tu considères. Je pense pas. Enfin, on en répond tout de suite ou tu veux qu'on parle de ça? Vas-y, c'est parti. Bon, regarde ce qui se passe au Royaume-Uni. Je connais bien le Royaume-Uni. Hein. Mon cœur est à moitié gallois. Au plus haut niveau des performances de ces chiens dans les concours, il n'y a aucune trottinette qui arrive. Ce sont que des vrais chiens. On en parlait ce matin. Voilà. Ouais. Ce sont des chiens extrêmement résistants, extrêmement costauds, d'une intelligence prodigieuse et capables de performances formidables. Pour arriver au plus haut niveau, c'est-à-dire les 15 meilleurs chiens de l'année, il y a des milliers de chiens qui se tirent la bourre sur les concours. Ouais. Mais les 15 qui arrivent en finale de suprême championnat, quel que soit celui qui gagne ou qui gagne pas, ou le 5e ou le 6e, c'est des vrais chiens. Et ça, est-ce que tu peux expliquer, parce que je pense qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi le suprême, c'est quoi l'international? Alors, le suprême de l'ISDS, qui est la maison mère du Border Collie et qui gère sa sélection depuis maintenant officiellement créée en 1906 et qui gère la sélection du Border depuis ce moment-là, c'est-à-dire donc un bon bout de temps. Ce club d'éleveurs, ce club de sélectionneurs a pour mission dans sa charte et dans sa constitution de ne jamais déroger aux principes qui visent exclusivement la compétence, la qualité, la résistance et le sens du troupeau de ces chiens-là. Autrement dit, c'est un outil pour des éleveurs, un outil pour des bergers et un outil pour essentiellement le monde agricole. Okay. Mais l'évolution a fait que la population active agricole anglaise, enfin britannique, attention, ne prenons pas britannique, est encore beaucoup plus faible que la population agricole française, hein, en pourcentage. Les qualités du chien ont fait que on peut remonter ça à 60, dans les années 60, 65. Beaucoup de gens qui étaient pas forcément éleveurs ont commencé de pratiquer le concours de chiens. Okay. C'est devenu un sport, mais je t'empêcherai, c'est un sport de gens qui, malgré tout, beaucoup avaient des attaches et des origines agricoles. Autrement dit, c'est un milieu d'initiés. Et la mentalité est une mentalité de gens très respectueux d'un certain style de vie et notamment de la manière dont on traite les brebis et dont on travaille avec les brebis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 8 ou 9 000 adhérents de l'ISDS, ou peut-être 10 000 adhérents de l'ISDS, la majorité sont des gens qui ne sont plus agriculteurs. Et donc le concours de chiens est devenu un sport. Okay. Mais il y a des gens très compétents qui pratiquent ce sport et qui ne sont pas agriculteurs. Alors qu'avant, jusque dans les années 40, 45, c'était carrément exclusivement des bergers. La sortie du voilà, exactement. Ah ben justement, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Enfin qu'on ne connaîtra pas en France, puisque maintenant les choses sont différentes. On sous-estime énormément l'importance du lien social qu'a constitué le Border Collie dans une population de travailleurs extrêmement rude. Il faut voir ce que c'était une ferme au Pays de Galles dans les années 20. C'était quelque chose qu'on peut pas imaginer, quoi. Les gens étaient au boulot du matin au soir dans des conditions très rudes et ils se voyaient pas, puisque souvent les fermes de montagne sont isolées. En Écosse, c'est encore pire. Et la seule convivialité qu'il y avait, c'était les travaux en commun qu'on pratiquait sur ces fermes, essentiellement la tonte. Hein. C'était vraiment le travail commun, parce que ça, il fallait, et ça, c'est depuis plus d'un siècle et demi, c'était comme ça. Parce que avant, on traquait les brebis communales, c'est-à-dire comme ça se passe encore en Islande, où tout le monde récupère le troupeau de moutons qui court sur les volcans. Okay. Ouais, voilà. Et donc ça, c'était le concours est devenu un lien social extrêmement important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, l'ambiance et la convivialité de ces concours-là, c'est phénoménal. Ouais. C'est extraordinaire. Même les plus petits concours, je dirais même les plus petits,
Les petits concours sont bien plus intéressants que les gros. Bien sûr. Parce qu'on Voilà. sait que les agriculteurs et les bergers encore Ah plus ouais. très isolés. Ah ouais. On voit personne quand on est dans les animaux, etc. Et donc c'est un lien social très fort. Ouais. Et après, les gens, ils ont commencé à se rencontrer sur les concours. Ils ont commencé à utiliser leurs animaux pour la reproduction. Donc il y avait forcément des déplacements qu'il fallait faire. Et à cette époque-là, moi je te parle de l'époque où les déplacements se faisaient à la locomotive à vapeur ou avec des voitures à 3 roues, ce qu'on appelait les scooters qu'ils avaient, où évidemment on ne pouvait pas faire des centaines de kilomètres, hein, et où les chiots qu'on achetait arrivaient souvent dans une boîte en carton à travers la poste ou le rail anglais, quoi. C'est comme ça que qu'a commencé les échanges dans ces années-là, hein. Et c'est important. Maintenant, évidemment, tout est différent. Je veux dire, les gens, ils ont tous leur voiture, etc. Mais à l'origine, c'est ça. Et c'est parti d'un petit pool génétique, mais que les Britanniques ont eu l'intelligence de jamais succomber à des modes ou à des choses comme ça. Souvent, on me pose la question, ah ouais, mais les border, ils sont noirs et blancs. Mais non. Le standard, la pyramide génétique est tellement large que c'est ce qui fait la valeur de cette race-là. Et c'est ce qui fait également sa résistance, parce que c'est une race qui, comparée à d'autres races, est très saine au niveau des problèmes que rencontrent certaines races, quoi. Et ça vient du fait que dans le border collie, il y a du chien de chasse, il y a du lévrier, il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on veut, oui, sans rentrer, voilà, sans rentrer dans des considérations très techniques sur comment s'est créé ce chien par rapport au pool génétique qu'il y avait et par rapport au type de chien de ferme qu'il y avait. Mais ça n'a été qu'une sélection consacrée par les bergers et les éleveurs sur l'aptitude à produire un travail. C'est ça. Et on utilisait ce qu'il fallait, infusion de chiens de chasse, de setter, de tout ce qu'on veut. Dans les années 29, au moment de la crise, on a mis du lévrier, parce qu'il fallait à la fois braconner et avoir... Sur certains chiens qui ont une cage thoracique. Voilà. Il fallait braconner, parce que les mecs, ils crevaient de faim sur leur ferme, et en même temps, pouvoir avoir un chien qui travaille à peu près au bouton. Donc, ça a développé ce type tout à fait levraitant, oreille droite, qui court à 65 à l'heure, et qui sont véritablement des chiens qui n'ont rien à voir avec le type originel qui vient du Northumberland, c'est-à-dire la frontière écossaise, le mur d'Adrien, qui fait la frontière écossaise avec l'Angleterre du Nord, quoi. Et c'est la valeur de la race, elle vient de là. C'est très, très important. Alors que, bon, nous, en sélection, souvent, on a tendance à vraiment confirmer les chiens sur une ligne vraiment la plus pure possible, puis on perd toute... oui. Ça commence à se voir. Ça se voit dans la lignée beauté. Ah ben oui, ça c'est... Et dans la lignée travail, ça commence aussi à se voir. Est-ce que tu as des lignées de prédilection? Pas vraiment. Même si au niveau des résultats et au niveau du type de chien que j'aimais, j'étais effectivement très proche de ce que produisaient Glynn et Beryl Jones au Pays de Galles, qui ont des gens qui m'ont... Glynn m'a tout appris, hein, c'est mon père spirituel. J'ai eu des Bolk, j'ai eu des meules, beaucoup, énormément, hein. Je suis le principal vecteur et initiateur en France de cette lignée-là. Il faut dire les choses, hein. Avant Philippe, des Bolk et des meules, il n'y en avait pas en France. Bon. Et maintenant, on entend les gens dire effectivement. Bon, ça c'est une lignée, par exemple, qui m'a énormément séduit, parce que le travail de Glynn, c'est un travail qui portait à la fois sur les qualités du chien, mais qui portait à la fois aussi sur le look. D'accord. Il aimait un beau et bon chien. Ouais. C'est important de le dire, ça. Parce que quand le beau se conjugue avec le bon, c'est l'idéal. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vrai. Cette expérience qu'il a menée en, je dirais, line breeding direct pendant toute sa vie, hein, et qui a été repris ensuite par sa fille Kerry Rundle, c'est une expérience. Hein, à tel point que au championnat du monde en 2002, il y avait 5 meules et Bolk qui ont participé au championnat du monde,
il n'y avait pas besoin de catalogue pour savoir qui c'était. Ah ben oui, il faut voir, c'est des chiens exceptionnels. Hein, c'est au niveau look, etc. C'est le Graal de tout sélectionneur. Voilà. Ça vient. Mais voilà, c'est une expérience intéressante parce que forcément, au bout d'un certain temps, le line breeding direct, il s'arrête parce qu'il faut retremper. Mais quand on peut l'emmener aussi longtemps que Glynn et Berry l'ont fait ça, c'est déjà pas mal. Hein. Est-ce que tu peux expliquer juste ce que c'est line breeding? Le line breeding, c'est une consanguinité non pas totalement directe, hein, mais qui est quand même assez directe dans la mesure où on reprend toujours un géniteur de l'ancienne lignée comme pivot de la sélection. Okay. Voilà. Hein, deuxième, troisième génération. La consanguinité directe étant d'associer, par exemple, une fille et son père. Okay. Ça, c'est la consanguinité directe. Ça marche. Bon, question difficile. Oui. Quel a été pour toi ton chien de cœur? Ah, ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas forcément répondre. Je pense que émotionnellement, ma première chienne, qui a vécu très longtemps, hein, elle a vécu 17 ans. D'accord. Ouais, 17 ans, qui était Bise, qui a été une des toutes premières chiennes confirmées en France, hein, à cette époque-là. Oui, bon, c'est le début de tout, quoi. Mais très vite, hein, j'en ai dressé beaucoup d'autres. Moi, j'ai jamais attendu d'avoir 7-8 ans sur un chien pour en démarrer un autre. C'est devenu vraiment une passion. Une passion. Ah oui. Puis j'en avais besoin, hein, sur le troupeau en Haute-Vienne où je travaillais. C'était un gros troupeau. Il y avait besoin de chiens. Quand on avait toujours 5 ou 6 chiens sur l'exploitation. Bon, mais après, c'est devenu véritablement une passion. Ça, c'est la première, forcément. Mais après, je peux quand même pas l'ignorer. C'est quand même Kerry, qui est une lignée Bolt, qui au niveau international a eu le plus de résultats. C'est une chienne qui était dans les meilleurs chiens d'Europe à l'époque où je sortais très souvent au concours. Elle a fait 2 fois 6e au championnat d'Europe en finale. C'est quand même important. Et puis Meul Mitch, tout ça, c'est des chiens de cœur. Mais là, au tableau, là, il y en a 2 autres et qui sont d'une autre lignée et qui Kid et Bob, c'est ça? C'est Kid et Bob. Ouais, alors ça c'est tous les chiens d'Aled Owen. Ouais. J'ai eu 4 chiennes différentes, saillies par dont l'origine était le Roy d'Aled Owen, celui qui a gagné le championnat du monde. Voilà. Et ces 4 chiens sont sortis en classe 3 et à un moment donné, j'avais les 4 chiens dans les 15 meilleurs chiens de la Coupe de France. Il a toujours fallu choisir maximum de chiens. Ouais. Question sur les concours. Mais tu as déjà un peu répondu, mais on va quand même reprendre, oui. Est-ce que pour toi, un bon chien de ferme peut faire un bon chien de concours, sachant que tout dépend du niveau qu'on veut viser. Hein. Alors, si je reprends les exemples que je connais et que j'ai vraiment que je connais de très près, hein, qui est mon copain Aled Owen, Aled a toujours eu des chiens de travail sur sa ferme. Et c'est les mêmes qui deviennent suprêmes champions. Alors ça, je peux l'affirmer, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Hein. Ricky Hutchinson, c'est pareil. Hein. Bon, il n'est pas le seul. Alors, Philippe, avec l'avènement des lignées de beauté et de sport, est-ce que tu penses que le border est en perdition? Non. Non, je crois pas, pour une bonne et simple raison. Observons ce qui se passe au Royaume-Uni. Le livre généalogique du border collie, c'est l'ISDS. C'est la lignée de travail depuis plus d'un siècle et ça restera comme ça. À côté de ça, il existe un autre type de border qui est géré par le Kennel Club et qui est, alors on va faire court, hein, on appelle ça des chiens de beauté, voilà. Mais ça pose aucun problème. Hein. Les chiens qui sont exposés à Crufts sont les chiens de beauté, c'est des borders. Et les chiens qui concourent en Pays de Galles, Irlande, Écosse, Angleterre, c'est des chiens de travail. Jamais de la vie, il y aura des mélanges entre les deux types de chiens. Jamais. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Étant donné qu'il y a certainement une demande à un moment donné pour avoir un border collie, c'est vrai que le border collie est le chien le plus populaire en Grande-Bretagne, il y a énormément de gens qui effectivement ont des border collie. Hein. Tous ceux qui sont au Royaume-Uni, le soir, à la promenade des chiens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient essentiellement des border collie. Et ça n'a jamais posé le moindre problème. En France,
la volonté du club a toujours été de sélectionner le border sur le travail. C'est ce qui a toujours été fait par l'intermédiaire de la confirmation. Et il y a d'autres utilisateurs du border que ceux qui font du troupeau, notamment les agilitistes, notamment l'aubericmé, notamment toutes ces choses-là. Il n'y a pas de problème que ces chiens pratiquent autre chose. Maintenant, on peut faire de la recherche aussi avec les bordels, etc. Puis ils sont très performants, tout va bien, du pistage, du cavage, etc. Mais à partir du moment où les chiens pratiquent une autre discipline, si ce sont des chiens qui ont tous passé le test de travail et la confirmation, il n'y aura jamais aucun problème, puisque la détection génétique de leurs aptitudes de travail a été faite, entérinée et validée. Donc on a le droit de faire avec son chien ce qu'on veut. Hein? Bon, par contre, il y a quand même 2-3 réflexions à voir et quelques questions à se poser. Le marché du chien de compagnie et notamment de la race Border Collie est très friand de chiens aux coloris multicolores et pas forcément dans le genre de ceux qu'on aimerait sélectionner. Alors, les sanctions, elles tombent d'elles-mêmes. Faire de la couleur pour de la couleur et assembler des types de couleurs pour pouvoir avoir un argument commercial à vendre des chiens qui sont différents du type d'origine qui est quand même noir et blanc ou tricolore, faut quand même le dire, hein, ça se retourne contre les producteurs vu que on sait tous que le mental du chien en prend un coup. Soit ce sont des chiens qui sont très irritables, très excitables ou très nerveux et voilà. Mais d'autres chiens de couleur fonctionnent bien, ça dépend. Tout dépend ce qu'on peut faire et tout dépend comment les gens sélectionnent et comment les gens veulent travailler ça. Mais incontestablement, le travail d'origine du Border Collie, c'est le troupeau. Il a été sélectionné pour ça. Et moi, j'irais même beaucoup plus loin, c'est que toutes les qualités que les bergers et éleveurs de moutons ont sélectionnées sur ce chien sont les qualités qui séduisent pour les autres utilisations. Tout à fait. Autrement dit, si on prend l'exemple de l'agility, je le prends à dessein, parce que je vois la question que tu vas me poser, il n'y a pas de type agility. Tous ceux qui concourent avec des borders, c'est parce qu'il y a des bergers qui ont sélectionné un chien avant. Donc, je mentionne simplement à certaines personnes qui croient que, en associant des champions d'agility, on va sortir un type agility. Champion d'agility. Pour fixer un caractère, il faut 40 générations. Il y en a beaucoup qui sont plus là au bout de 40 générations. Parce que le Border Collie, c'est à peu près, comme je t'ai dit ce matin, premier témoignage 1796. On est en 2024. Ça fait un paquet de générations. Ouais, tout à fait. Voilà. Et on est toujours en train de travailler pour faire mieux. Et c'est vrai que la race, ces 20 dernières années, elle a explosé en qualité. Aujourd'hui, il y a des chiens, mais ce sont de véritables formulas. Et ça pose même un problème. Parce que quand les débutants vont faire une acquisition sur un de ces chiens-là, ils n'ont pas le permis de conduire. C'est trop complexe. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Donc, le problème du chien d'agility, c'est, à mon avis, un fantasme. Mais voilà, on essaye de créer quelque chose de nouveau, mais on pourra pas le créer avant X générations pour fixer tous ces caractères. Parce que ces caractères qui sont décidés par les agilitistes sur les parcours modernes d'agility, pour arriver à adapter ça, oh là là. Ouais. Et puis, on ne sait pas si ça ne va pas créer des animaux, il faut qu'ils encaissent quand même. Hein. Et il faut c'est toujours le problème, tu parlais de la couleur, et foncièrement, même si on est puriste, on n'est pas contre un border rouge. Bah, le problème, c'est de se dire, je ne vais sélectionner que les borders rouges. Parce voilà, que du coup, on réduit le capital. C'est exactement pareil pour les agilitistes. Voilà. À un moment donné, à trop vouloir sélectionner quelque chose à l'extrême, bah forcément, le chien, il devient limité sous plein d'autres aspects, quoi. C'est la règle de tout ce qu'on connaît, hein. Trop d'impôts, tu l'impôt. Trop de sélection pour... Et sur les brebis, on l'a bien vu, hein. Exactement. Ils essaient d'éliminer des choses sur des cheptels. Non, il faut rester très, très sérieux quant au côté sain de la race. Faisons en sorte de ne pas mettre dans ce pôle génétique des maladies transmissibles et facilement dont l'héritabilité est assez forte.
un bon chien, sain, ensuite un chien avec une bonne intelligence, une bonne soumission naturelle, et avec ça, on peut faire énormément de choses. Hein. Aujourd'hui, quand on écoute les anciens, il y a un critère qui ressort, et qui est à mon avis pas assez utilisé en France. Les anciens, quand je parle des anciens, c'est les plus de 80 ans que je connais, eux, ce qu'ils essayent de voir dans un chiot, c'est la taille de la boîte crânienne. Parce que théoriquement, dans une grosse boîte crânienne, il y a un plus gros cerveau que dans une petite. C'est intéressant de réfléchir là-dessus. Ça reste toujours d'actualité. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, on verra bien. Il faut se protéger d'arriver à une destruction partielle de la race par des utilisations et des mélanges qui sont pas véritablement fondés, quoi. Voilà. Ok, et donc pour conclure, est-ce que tu as quelque chose à apporter qu'on n'aurait pas abordé? Ah oui, mais ça c'est plutôt rapport au sport, c'est plutôt rapport au concours Border Collie lui-même. On est un pays latin. Les latins sont chauds et beaucoup moins réservés que les Européens du Nord et les Anglo-Saxons. Il y a qu'à voir, hein, quand on est sur un concours international, comment se comportent les latins et comment se comportent les nordiques. Bien. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est un rêve, hein, bon, peut-être je le verrai pas, mais certes, c'est un sport, certes, pour certains, c'est un business, certes, pour certains, c'est une découverte que leur existence a été rendue plus belle et plus magnifique par l'utilisation de ce chien-là et de faire des concours de chiens. Mais il y a une chose qu'il faudrait pas oublier, c'est l'éthique. L'éthique du sport, l'éthique des concurrents entre eux, l'éthique du bien-être animal à la fois pour les moutons et pour les chiens. Et en tant que juge, moi, je suis souvent très choqué de voir qu'on pousse certains chiens jusqu'au bout au risque de les faire crever. Ouais. Bah, surtout avec les chaleurs. Bah, ça n'arrive pas parce que moi, je sors le gars. Mais tout le monde ne le fait pas. Ça arrive de plus en plus. Or, c'est de la responsabilité du juge de sortir le gars si jamais il voit ou s'il estime, parce que c'est le mot important, c'est estimer. Alors peut-être il estime à tort, mais s'il estime que le chien ne répond plus, et puis il y a des signes, hein, tout le monde les connaît, les signes. Voilà. Donc ça, je voudrais que la jeune génération prenne conscience de ça. Le jour où certains, à qui ça arrivera peut-être, perdront un chien à cause de leur jusqu'au boutisme, on en rediscutera. Ça, plus plein de petits détails comme ça. Mais c'est un truc de vieux con, ça. Je suis pas sûr que je serai suivi sur ce terrain-là. Moi, voilà. C'est dit. Oui, écoute, merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui te remercie, Fanny.